scientifique Mario Beauregard, qui est connu pour ses études sur la méditation, la prière, les expériences mystiques, les hallucinations auditives et visuelles, les expériences de mort imminente, etc., etc. Tu défends une approche post-matérialiste de ces phénomènes et je suis vraiment très heureuse de pouvoir échanger avec toi de tout ça sous l'angle Mhm. de la santé mentale. Bonjour Mario. Bonjour. Je te remercie profondément d'être là et puis d'offrir de ton temps pour nous éclairer, et en particulier les professionnels de santé. En 2023, à la Journée mondiale des expériences de mort imminente organisée par Palliative Vaud, j'ai été très touchée par l'authenticité de ton témoignage et de ton parcours de vie finalement assez atypique, on va dire. Mhm. Et j'aimerais, si tu es d'accord, que tu reviennes sur ton expérience de mort imminente et sur cette grave maladie infectieuse qui s'est développée quand tu commençais tes études universitaires et qui est allée jusqu'à engendrer des idées suicidaires. Et comme la médecine ne pouvait plus rien faire pour toi, tu as demandé de l'aide au monde invisible. Mhm. Oui, c'est parce que tout d'abord, ben, il faut expliquer où j'ai contracté ça. On m'avait fait sauter quelques années à l'école primaire, là, élémentaire, puis parce que les professeurs trouvaient que je perdais mon temps, puis donc il y a eu une année où je voulais pas arriver trop. Ça a fait que je voulais pas arriver trop jeune à l'université. Puis j'ai eu une opportunité d'aller travailler en Israël dans un hospice pour enfants handicapés. Puis c'était des orphelins. C'était des Israéliens, mais c'était aussi des Palestiniens. À l'époque, c'était possible, là. Puis il y avait pas la guerre. Et je suis allé, puis au bout de quelques jours, je suis tombé assez malade. Puis c'était à travers l'eau. Je me suis pas méfié suffisamment. Puis j'ai été traité par une infirmière. On était des bénévoles de différents pays, un peu partout, dans le monde entier. Puis il y avait une infirmière suisse qui me traitait au charbon végétal activé. Sauf que, puis, au bout d'une semaine, je me suis remis sur pied. Puis, sauf que une année et demie plus tard, je devais commencer l'université. Puis j'ai fait une session et à la deuxième session, la session d'hiver, ça c'était à l'Université de Montréal, je suis tombé gravement malade. J'avais toujours été en bonne santé, mais là, j'avais plus d'énergie. Ma perception visuelle était altérée, comme si j'étais sous l'influence de quelque chose, mais évidemment, je ne buvais pas d'alcool ou je prenais pas de drogue. Euh, Mais j'avais des douleurs un peu partout au niveau musculo-squelettique. Je pouvais pas manger. C'était grave. Et puis j'ai été obligé de retourner chez mes parents qui habitaient à la campagne à 80 kilomètres à peu près au sud de Montréal. Mes parents, c'était des agriculteurs, donc ils avaient une ferme. Puis je suis resté dans un lit, dans mon lit, dans ma chambre. On m'avait gardé ma chambre pendant une année. Et puis je pouvais pas manger, je pouvais pas, buvais un peu, mais j'étais maigre, très maigre, là. Et puis ma mère m'avait amené voir des médecins, des spécialistes, tout ça, mais ils n'arrivaient pas à comprendre. Et puis j'ai été obligé d'abandonner mes études à l'université. Il y a des médecins qui pensaient que c'était une psychose parce que à cause de ce symptôme-là euh, la perception visuelle était différente, la façon de percevoir le monde. Donc ça pouvait laisser croire. Puis j'avais l'âge aussi pour où les psychoses peuvent apparaître. Donc, mais il y avait plein d'autres symptômes. Ça collait pas. C'était difficile de tout mettre les symptômes ensemble puis d'arriver à faire un diagnostic. C'était très, très difficile.
Puis ça allait vraiment mal et puis je me sentais mourir. Puis ben là, mes parents, c'était des gens religieux, c'était des catholiques. C'était pas des mystiques, mais c'était des gens religieux comme la plupart des gens de la campagne à cette époque-là, dans la province de Québec, là. Puis ma mère m'avait dit, ben, les médecins ne peuvent pas rien faire, il te reste à prier, finalement. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis une nuit, j'ai eu l'impression qu'on m'avait sorti par... on, a- on me sortit, mon essence, ce que j'étais finalement, mon entité, mon âme, ben, on m'a sorti du corps physique par le centre. Je connaissais pas les centres énergétiques, là, les chakras, mais c'était au niveau du cœur, la région du cœur. Puis je me suis retrouvé à l'extérieur du corps physique et j'ai commencé un voyage avec un être de lumière qui me semblait durer très, très, très longtemps. Puis, je commençais à avoir j'avais fait des prières, puis j'avais demandé de l'aide parce que je commençais, comme tu as dit, je commençais à avoir des idées suicidaires parce que ça allait pas du tout avec la vision que j'avais captée dans mon enfance, beaucoup plus jeune, autour de 8 ans, où là, je voyais que je deviendrais un scientifique qui ferait des travaux sur la conscience, en lien avec le cerveau. Mais ça allait pas du tout avec ça. Puis, mais là, l'aide de lumière, finalement, me fait comprendre que c'était de manière télépathique, là. Puis je pouvais pas. Ça avait une polarité plus masculine que féminine, mais je pouvais pas identifier les traits. Mais il y avait une silhouette. Ça avait une forme humaine. Puis là, ben, ça me rappelait qu'avant de m'incarner, ça, c'était des concepts nouveaux pour moi, là. je, mon entité, ce que j'étais, l'âme, si on veut, avait signé une espèce d'entente comme quoi j'étais pour vivre un certain nombre d'expériences. Et ça, la maladie, en apparence, ça faisait partie de l'expérience pour m'amener plus loin au niveau de mes recherches et puis tout ça. Puis, donc, on m'a fait comprendre ça. Avant ça, on m'a amené dans une région où c'était très sombre, c'était grisâtre, puis on voyait des gens qui arrivaient c'était des gens qui s'étaient suicidés. Puis on me montrait l'état mental dans lequel les gens se suicident, puis l'environnement qu'ils créent de par leur état mental, leur pensée. Pas parce qu'il y a une punition, mais parce que on crée notre réalité au niveau mental. Et ça, c'est le résultat. Et ça m'avait fait peur. Ça m'avait. Puis là, ben, l'entité m'avait demandé, est-ce que c'est ça que tu veux? Hmm. Ah, là, je me disais non, non, absolument pas, mais je veux arrêter de souffrir, par exemple, d'avoir mal partout, de ne plus avoir d'énergie, de ne plus être capable de manger. Puis finalement, il m'avait fait comprendre, je dis il, euh, que tout ça, c'était une expérience qui avait été prédéterminée, puis devait m'emmener ailleurs, plus loin dans mon cheminement, euh, et que ça m'aiderait à élaborer mon programme de recherche que je ferai par la suite, parce que j'y arriverai finalement, que je récupérerai la santé et tout ça. Puis, je m'étais demandé aussi, parce que j'avais commencé à étudier les neurosciences, euh, je m'étais dit que peut-être j'étais infecté au niveau du cerveau, puis que tout ça, c'était hallucinatoire. Et donc, l'entité avait capté ça, puis m'avait donné des prédictions, 3 prédictions par rapport à ce qui était pour arriver dans les jours puis les semaines à venir, pour que je me rappelle de ça, pour que ça soit comme l'ancrage qui me permette de réaliser que tout ça, ça n'avait pas été une hallucination finalement, là. C'était réel. Et les prédictions se sont avérées justes. Hmm. Donc, on m'avait dit qu'on m'aiderait à remonter, tout ça, mais que la pente, c'était
ça serait vraiment difficile, mais ça s'est fait. Mais au total, là, ça a pris 12 ans avant que je puisse. Et ça a pris 7 ans avant qu'un médecin spécialiste dans un des hôpitaux à Montréal, c'est un spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. Il y a eu comme une intuition parce qu'il m'avait demandé qu'est-ce que tu avais fait avant, ou quelques années avant, que les symptômes se déclenchent et tout ça. Je lui avais parlé de mon expérience en Israël, puis il y a eu l'idée d'aller vérifier avec des analyses plus poussées des paramètres au niveau biochimique, au niveau sanguin, tout ça. Puis il a découvert que finalement, il y avait eu des infections virales à trois souches de virus qui pouvaient expliquer tous les symptômes finalement, au niveau inflammatoire, au niveau du manque. Donc j'avais comme l'Epstein-Barr pour manque d'énergie. J'avais un des Coxsackie qui pouvait inflammer le corps là, en grande partie. J'avais cytomégalovirus aussi, un des cytomégalovirus. Finalement, et il me dit, avec la gravité de ce qui a été mesuré, puis ça, même au bout de 7 ans, en principe, tu aurais dû demeurer invalide parce qu'il avait vu des cas comme ça, ou carrément mourir. Là, Waouh. il me dit, il y a quelque chose qui ne colle pas là, au niveau clinique. Comment tu as fait pour... Puis là, je lui ai dit, avez-vous l'esprit ouvert? Oui. Il a dit, essaie-moi, j'ai l'esprit ouvert. Je l'aimais, ce monsieur-là, parce que c'était un gars qui venait de la campagne, puis il avait une histoire un peu similaire à moi. Hmm. Puis il était très simple, puis même s'il était connu dans le monde entier, là, pour ses travaux. Puis je lui ai tout raconté l'histoire. Puis il me dit, bon, effectivement, ça a pris une intervention à un autre niveau pour être capable de te remettre de ça, de récupérer complètement, parce que là, j'avais eu obtenu mon doctorat et tout ça, de réaliser tout Hmm. ça dans ces conditions-là. Puis alors ça, c'est une partie de l'histoire, là, Et ce qui est Hmm. arrivé dans l'expérience, c'est que j'ai vu un certain nombre d'études que je ferais et qui feraient partie de mon programme de recherche, finalement, sur tout ce qu'on a dit tantôt là, dans l'introduction, les états mystiques, les expériences spirituelles, etc. Hmm. Puis c'est comme ça que ça s'est fait, finalement. Mais ça a été très difficile de convaincre, j'avais mes directeurs, mes superviseurs au doctorat, c'était des gens hyper matérialistes, neurologues. Alors, ils ne voulaient pas me reprendre à l'université parce qu'ils croyaient, ils étaient convaincus que c'était de la schizophrénie. Hmm. Parce qu'il y avait un Ouais. délire psychotique et tout ça. Alors, ça a été très difficile de les convaincre. Il a fallu que le médecin qui, finalement, avait élucidé une partie du mystère, ben, fasse une lettre pour essayer de convaincre. Puis ça a pris quelques mois de discussion. Puis finalement, ils m'ont accepté. Puis ils ne l'ont pas regretté par la suite, mais ça a été Hmm. toute une histoire. Mm. C'est clair, c'est clair. Dans ton dernier livre que je vais présenter Ah, là, là. j'ai adoré. Hein, Ah le oui? néant, les ténèbres et la lumière. On comprend bien que tu as vécu une émis négative et que tu es passé justement par ces plans sombres et effrayants. Et Oui. comment justement avec le recul, avec les études que tu as menées et avec les capacités psychiques qui se sont développées, comment tu vois ça là maintenant? Est-ce Ben, qu'on pourrait mettre... c'est comme on m'avait expliqué, finalement, Ouais, que tout ça, ça faisait partie y compris l'EMI, ça faisait partie du du plan de plan. vie. Hmm. Et Et que ça contribuerait, ça permettrait de m'aiguiller, m'orienter pour non seulement les activités scientifiques subséquentes, mais aussi au niveau de ce que, la matière des livres que j'écrirais aussi. ouais, ouais, c'est Ça clair. viendrait influencer tout ça finalement.
C'est Ouais. clair, c'est clair. Alors, ma question elle va peut-être être naïve, hein, j'en sais rien, mais dans une vision, parce que je me pose aussi beaucoup de questions, dans une vision Mhm. post-matérialiste, est-ce qu'on pourrait établir un parallèle entre finalement ces EMI négatives et les expériences vécues par certaines personnes qui souffrent de la schizophrénie? Parce que là, toi, tu en parles clairement, qui sont confrontées à des hallucinations auditives, visuelles, qui sont effrayantes. Quelle distinction on peut faire entre hallucination pathologique et expérience spirituelle? Il me semble que tu as étudié ça aussi. Oui, oui. J'ai travaillé avec des psychiatres aussi, puis on a Mm. des hallucinations auditives et tout ça, avec les appareils de résonance magnétique, les voix que les gens entendent et tout ça. Mais la grande différence qui a été trouvée, là, puis ça, c'est pas moi qui a montré Mm. ça, mais c'est des gens comme Stanislas Grof, par exemple, le psychiatre tchèque, qui était un des pères de la psychologie transpersonnelle, si on veut, puis qui a travaillé sur ce il a appelé les urgences spirituelles, parce que finalement, il faut enseigner aux psychiatres, aux psychologues aussi, pour qu'ils arrivent à faire la distinction entre des états psychotiques versus des expériences spirituelles. Mais parfois, il y a des éléments, dans les expériences spirituelles, il peut y avoir des éléments un peu psychotiques aussi. Euh, donc, c'est quand même pas évident. Mais la grosse différence qu'on peut faire, c'est que les hallucinations qu'on voit au niveau des psychoses n'amènent en général jamais rien de positif. Mm. Alors que ce qu'on voit dans les expériences mystiques, qui peuvent être semblables à des états psychotiques parfois, en général, ils vont amener les gens qui les vivent, les expérienceurs, à des transformations profondes sur le plan psychologique et spirituel. Ça, Mm. c'est la grosse différence. Mm. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Mais j'ai connu des gens qui ont eu des expériences mystiques très puissantes, où ça a mal tourné. J'ai connu une étudiante qui étudiait en même temps que moi à l'université, qui a eu l'impression à un moment donné de vivre, sentait toute l'énergie de ce qu'elle disait être la source de l'univers. Mais à partir de là où, évidemment, elle a perdu le contact avec son corps physique, puis elle a l'impression qu'elle pouvait faire n'importe quoi, voler, Mm. et elle s'est lancée au-dessus d'un hôtel. Elle est montée sur le toit d'un hôtel à Toronto. Elle s'est projetée dans les airs à partir du 10e étage. Et elle est Mm. décédée, évidemment. Elle Mm. m'avait Ouais, c'est appelé clair. quelques minutes avant. Elle m'avait laissé un Mm. message. Mais elle avait touché quelque chose c'était une montée de ce qu'on appelle montée de Kundalini, là, Mm. du côté des Orientaux, mais trop puissante. Et ça, parfois, quand ça devient de façon comme ça, très, très puissant, puis brusque, ça peut griller le système nerveux. Ouais. C'est comme trop. Mm. Euh, Mm. alors, il faut faire vraiment attention parce que c'est pas pour parler contre Joe Dispenza que je connais bien, mais Joe Dispenza fait des retraites, par exemple, aux États-Unis. Je pense même pas qu'il est au courant de ces histoires-là. Et il fait respirer les gens d'une certaine façon, Mm. et de façon intense et tout ça. Mais il y a des gens qui en font trop. Et là, il y a 2 ans, j'étais au Québec à ce moment-là. J'ai 3 femmes en l'espace de quelques mois qui m'ont contacté, qui s'étaient retrouvées en psychiatrie Ah dans oui. des hôpitaux et qui avaient une chose en commun. Ils avaient fait un stage avec Joe Dispenza. Mm. Puis je leur demandais, mais qu'est-ce qu'il vous faisait faire? Mm. Et il leur faisait faire de la respiration très intense de type Kundalini, là, le Mhm. yoga. Mm. Mm. Sauf qu'elles en avaient trop fait. Bon, je dis pas que c'est la faute à Joe Dispenza, Non. mais ça a créé des problèmes énormes. Puis les psychiatres qui avaient affaire à leur cas n'étaient pas familiers du tout avec ces choses-là. Alors, évidemment, ils ont mis sous antipsychotique. C'est ça.
C'est Et ça. Et c'est vrai que c'est très à la mode hein, aussi. On voit partout des stages, des veilles de Kundalini, etc. oui, oui, Et oui. j'ai exactement le même discours que toi à ce niveau-là, parce que si la structure psychologique à la base, elle est fragile, certaines personnes, oui, effectivement, hein, peuvent mettre leur santé mentale en danger. Oui. Ça, c'est Mais clair. c'est la même chose avec les psychédéliques. Même chose. Oui. Même chose. Il y a des gens, bon, beaucoup de gens à qui ça va apporter quelque chose des transformations profondes et tout ça, mais il y a des gens par contre, qui doivent rester loin de ça, puis pour qui ça a des effets catastrophiques aussi. Faut vraiment être prudent par rapport à tout ça. C'est clair. J'ai une question. Est-ce que tu penses que, bah, il y a des gens, voilà, il y a des gens qui reçoivent des informations, qui intègrent ces perceptions extrasensorielles dans leur vécu quotidien et restent assez équilibrés, alors qu'il y en a d'autres qui basculent justement dans la pathologie. D'après toi, dans quelle mesure le fait que le rejet par notre société de ces dimensions invisibles et spirituelles, est-ce que ça pourrait jouer un rôle dans cette bascule? Est-ce que si finalement les professionnels de santé avaient une meilleure connaissance de ces expériences, ça pourrait éventuellement prévenir certains troubles en psychiatrie si on l'offrait par exemple un cadre plus pour intégrer ces expériences plutôt que de les psychiatriser? Moi, je suis convaincu que oui, oui, que ça aiderait beaucoup, puis c'est ça. Ça me rappelle que dans l'histoire de ce que je viens de raconter, il y en avait une, c'était une jeune femme dans la vingtaine, puis elle était étudiante à l'université. Puis ses parents, eux, c'était des gens matérialistes, athées, tout ça. Donc, euh, ils pouvaient pas concevoir que ce qu'elle avait vécu faisait partie vraiment d'une percée dans le monde invisible, puis d'un contact avec... Alors, ils ont automatiquement accepté le diagnostic puis le pronostic du psychiatre en disant, le psychiatre a dit, ben, c'est ça, c'est des anomalies, c'est des hallucinations qui sont dues à ça peut être des déséquilibres chimiques ou électriques dans le cerveau. Puis, mais oui, il faut faire de l'enseignement par rapport à ces choses-là. C'est vraiment, là, moi, j'en ai fait même. J'ai parlé à certains moments à l'Association des médecins psychiatres du Québec, par exemple. J'ai parlé à des psychologues aussi. Mais dans les dernières années, c'est plus difficile en lien avec ce qui est arrivé, la pandémie, tout ça. Puis nous, en tout cas, au Canada, là, moi j'habite en Suisse maintenant, mais je suis bien au courant de. J'ai eu beaucoup de difficultés avec le Collège des médecins, puis l'Ordre des psychologues et tout ça, parce on a comme une régression. Et là, on s'oriente de manière plus. Le gouvernement nous oriente du côté plus pharmacologique avec Big Pharma et tout ça. Puis si on ne veut pas aller dans cette direction-là, on a beaucoup plus de difficultés. Donc, ces choses-là dont on parle, il y a quelques années, j'ai une médecin qui est une administratrice du ministère de la Santé qui m'a contacté, mais de façon en cachette, discrètement, en me disant, tu diras pas mon nom, puis on parle pas de ça sur la place publique, mais effectivement, elle m'a dit, on ne peut pas parler maintenant, on ne peut plus parler de toutes ces questions-là. Il nous amène dans une vision purement matérialiste, réductionniste, biochimique, pharmacologique et tout ça. Donc, on ne va pas nécessairement dans la bonne direction, là, Donc, oui, Oui, c'est pour ça que c'est pas évident de parler de ces choses-là sur la place publique. Encore moins de faire de l'éducation parce qu'ils c'est clair. ils se sentent menacés par ça. C'est C'est comme des visions du monde qui s'affrontent finalement, là. c'est clair, c'est clair, c'est pour ça qu'en fait l'univers t'envoie en Suisse. Ben oui, mais non, mais c'est vrai, ça, je trouve ça remarquable. En Suisse, on peut parler de ces choses-là. Ben, j'ai donné une conférence publique qu'on avait organisée à Lausanne, puis l'automne dernier. Puis les médecins qui étaient là me disaient, ben oui, oui, tu peux parler librement, il n'y aura pas d'espions à la salle, on ne t'amènera pas en prison après. Alors qu'au Québec, par exemple, ils nous envoient des espions. Puis il faut Incroyable. faire vraiment attention à ce qu'on dit parce que, voilà.
En France aussi, je sais que c'est difficile. En France, c'est très compliqué. Alors moi, j'ai été infirmière en Suisse. J'habite à la frontière, en fait, hein, de la Ah oui, Suisse. oui. Donc j'ai été OK. infirmière en Suisse en santé mentale. Donc c'est vrai que la vision est totalement différente. Et c'est pour ça aussi ben, Oui. voilà, que j'ai créé cet espace de parole pour pouvoir libérer, justement, parce que c'est très... Pour moi, ayant vécu des expériences similaires aux tiennes, ça a été très difficile d'être isolée de mes pairs PAIRS, hein, et de ne pas pouvoir en parler sans que parce que voilà, que les psychiatres, par exemple, me regardent bizarrement et qu'il faille que je commence par prouver que j'étais saine d'esprit avant d'essayer d'expliquer quoi que ce soit. Et ça, j'ai trouvé ça très très dur. Je sais que toi, tu as vécu ça aussi. J'avais Mhm. entendu dans une de tes, dans une de tes conférences que on t'avait même dit heureusement que c'est plus le temps où on met les gens sur le bûcher. Je sais plus, quelque chose comme ça. Ah oui. Ça, c'était il y a une quinzaine d'années à la fameuse université, là, la Sorbonne à Paris. C'est pour dire, hein, Mm. ils n'avaient pas aimé du tout. J'avais présenté plein de données, finalement, de recherche à plusieurs niveaux qui montraient qu'au fond, on fallait dépasser la vieille vision matérialiste athée et tout ça. Puis Ouais. les gens de l'Académie des sciences qui avaient assisté à ça n'étaient pas du tout d'accord avec ça. Puis le président du comité qui devait critiquer ma conférence publique, c'est ce qu'il m'avait dit. Oui, c'est dommage qu'on ne soit pas il y a quelques siècles parce que tu sais ce qu'on aurait fait avec toi. Ça, Ouais. c'est il y a 15 ans quand même. Ça fait une Oui, quinzaine d'années. ça change, ça évolue un peu quand même, Oui, heureusement, mais oui, voilà. Euh, oui. En tout cas, bah, je te remercie voilà, d'avoir partagé ton parcours avec nous aujourd'hui. On te retrouvera dans un précédent épisode pour approfondir un petit peu plus, hein, tes études. Est-ce que tu Mhm. veux ajouter quelque chose aujourd'hui pour conclure cette première entrevue? Ben, de dire aux gens qui vont écouter l'entrevue qu'il ne faut pas se décourager parce que moi, je me promène un peu partout à travers le monde. Là, j'ai fait le tour du monde plusieurs fois. Puis, par rapport au moment où j'ai commencé, là, il y a, ça fait longtemps maintenant, plus qu'une trentaine d'années, il y a une évolution qui se fait au niveau de la société, au niveau de la population générale, là. Euh, Hmm. et le monde change vraiment. Alors, il ne faut pas se fier uniquement à ce qui se passe au niveau académique, parce que le milieu académique, tout conservateur de nature, traîne toujours de la patte par rapport au grand public, finalement, à monsieur, madame, tout le monde. Hmm. Puis les gens ont des expériences qu'ils ne peuvent pas nier, et c'est sûr que ça amène une transformation. Puis on en parle de plus en plus maintenant Oui. à travers l'Internet. Il y a de plus en plus de reportages. C'est en train d'être. On, on a moins tendance maintenant à pathologiser tout ça, à rendre ça Hmm. anormal et tout ça. Ou en tout cas, au niveau de la population générale. Et ça, Hmm. c'est encourageant pour le futur, quand même. Oui, ça avance et c'est vrai heureusement Oui. qu'on a cette vision-là des choses qui avancent et on intègre de Oui. plus en plus, hein, ces dimensions invisibles, spirituelles. Et heureusement, je dirais, parce que dans la santé, enfin pour moi, il y a une évidence enfin les Mhm. professionnels de santé sont les premiers en première ligne avec la fin de vie, avec les expériences de mort Oui. imminente, et on peut Oui. pas passer à côté d'une partie essentielle, il me semble en tout cas. Exactement. Eh ben merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à toi.